Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le vice-président de la République a participé à la 3e édition du Wobélé Festival de Tafiré. Tiemoko Meillet Koné et plusieurs membres du gouvernement ont pu apprécier de plus près les potentialités de la culture tagbana. Les délégations venues des 4 coins de la région du Hambol et du pays ont montré la diversité culturelle ivoirienne. Avec un accent sur les alliances interethniques, le vice-président encourage le festival. Nous irons à Korogo dans ce journal contempler la beauté du stade Amadou Gon Coulibaly. C'est le dernier des 6 stades devant accueillir des matchs de la CAN 2023 à être livrés. Un stade flambant neuf de 20 000 places dont les clés ont été remises aux autorités du Poro. Le stade AGC a d'ailleurs abrité aujourd'hui la première rencontre de la Ligue des champions féminines de la CAF. Et puis, la guerre dans la bande de Gaza continue d'interpeller les citoyens du monde libre. Aux États-Unis, une marche a été organisée devant la Maison-Blanche. Des milliers d'Américains réclament le cessez-le-feu. Ce rassemblement national à Washington n'en était pas le seul. Plusieurs villes américaines ont abrité des manifestations avec le même message, cessez-le-feu. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Et pour commencer, le Wobélé Festival de Tafiré a tenu toutes ses promesses. C'est le rendez-vous culturel le plus important du peuple tagbana dont il fait la promotion. Le vice-président de la République, Tiemoko Meillet Koné, a rehaussé de sa présence cette 3e édition. Tiemoko Meillet Koné encourage la promotion des festivals pour une Côte d'Ivoire culturelle et touristique. C'est ce que nous montre Soro Corona. Espace Yombélé de Tafiri. Le vice-président prend part au Wembélé Festival, un rendez-vous culturel de Tafiri. Des prestations pour montrer la bonne santé de l'Alliance Tagbana Yakouba. Nous sommes à la 3e édition du Wembélé Festival. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Ce rendez-vous culturel, touristique, gastronomique, artistique et sportif se veut un creuset de la promotion et de la valorisation du patrimoine culturel des sous-préfectures de Tafiri, Badika et Nedika. Nous avons mis en avant les danses, la langue, parce que nos langues se perdent aujourd'hui. Une forte délégation du Congo, composée de plus de 70 personnes conduites par les élus et autorités coutumières, représente le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette édition. Dans ce monde en perpétuelle mutation dominé par l'ascension galopante de la culturation, il est vital pour chaque peuple de travailler à réconcilier avec ses pratiques ancestrales, ses us et coutumes, d'où le Wembélé Festival. Avec l'engouement de cette édition, le représentant du Premier ministre exhorte les promoteurs à travailler à internationaliser le festival. Le ministre Amadou Coulibaly invite les jeunes à faire corps avec leur culture. Monsieur le Premier ministre, charge de vous adresser ces vives félicitations pour l'organisation de ce festival qui promeut la culture tagbana et spécifiquement Tafié, se présente comme un creuset de cohésion. Une visite des stands a permis aux festivaliers de découvrir le savoir-faire du peuple tagbana en matière de tissage, de production de miel. Il s'agit, on va dire, de magnifier notre culture, en particulier la culture de la région du Hambol. Ce sont quand même des événements qui sont attendus. Le vice-président encourage la tenue des festivals qui sont des voies de développement d'un pays et de retour aux sources des jeunes. C'est un regroupement pour la culture et la culture est un élément essentiel pour nous qui vivons. Parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, ce qui a été fait avant nous, ce que nous devons faire pour l'avenir et tout ce qui sera fait, même quand on ne sera pas là. C'est ça l'avenir. Le Wobélé Festival, c'est aussi des concours de danse traditionnelle, des cuisines, des concerts, des conférences, des panels et des activités sportives. La 3e édition du Wobélé Festival a pour thème jeunesse et développement. Ce dimanche, la 44e conférence ministérielle de la francophonie a refermé ses portes à Yaoundé au Cameroun. 88 pays membres de l'espace francophone ont longuement réfléchi sur l'avenir de l'Organisation internationale de la francophonie et les méthodes pour faire face aux défis sociopolitiques ou encore culturels. Tout ceci pour un meilleur dynamisme de l'OIF. La ministre de la francophonie, Françoise Remarque, a porté lors des assises l'expérience ivoirienne, mais aussi la détermination des plus hautes autorités de notre pays à soutenir l'organisation francophone. On retrouve sur place Franck Quadio. Le logo du 19e sommet des chefs d'État de la francophonie à Paris dévoilé et des applaudissements. La 44e conférence ministérielle de Yaoundé s'achève donc. 48 pays ayant en partage le français
et des expériences, dont celle ivoirienne, mises en avant durant les différentes sessions. À l'occasion de cette conférence, nous avons pu partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et notamment tout ce que fait le président de la République aujourd'hui à travers bien sûr le programme Côte d'Ivoire solidaire, mais à travers aussi cette année 2023 qu'il a dédiée à la jeunesse. Partage, mais aussi positionnement. En l'occurrence, celui de la Côte d'Ivoire comme pays contributeur majeur. Le président de la République, à travers une contribution significative, accompagne et a accompagné la transformation que la secrétaire générale de la francophonie est en train de mettre en place. Derrière cette transformation, c'est aussi une volonté que notre institution, l'espace francophone, profite aux populations. En d'autres termes, la francophonie des populations, chaque pays membre appelé à œuvrer sous cet angle. Point d'orgue, le passage de témoin entre la Tunisie et la France, prochain organisateur de la conférence des chefs d'État de la francophonie. La langue française nous ressemble dans notre unité et dans notre diversité. Il a dit la semaine dernière le président de la République, Emmanuel Macron. Le sommet de la diversité annoncé par une secrétaire d'État italo-grecque de naissance et française d'adoption. L'idéal professé par l'OIF et tous se donnent rendez-vous à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024 pour les joutes oratoires des chefs d'État de la francophonie. Dans l'actualité nationale, aussitôt installés, les sénateurs de la deuxième législature se forment pour mener à bien leur mission parlementaire. Un renforcement de capacité organisé à Yamoussoukro à la veille de l'examen de plusieurs projets de loi. La présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, engage son équipe sur la voie du travail bien fait au bénéfice des populations ivoiriennes. Kader Sogodogo. Fin du premier séminaire de renforcement de capacité des sénateurs de la deuxième législature. Un programme riche et varié pour accompagner ces parlementaires à la réussite de leur mission. Je forme dès lors le vœu que cette deuxième législature contribue à asseoir davantage l'importance de notre Chambre dans l'écosystème institutionnel de notre pays pour la satisfaction des attentes de nos populations. Les sénateurs se disent satisfaits des thèmes abordés durant le temps d'école. Ces 2 journées tombent à pic et nous permettront tous, chacun en ce qui le concerne, à pouvoir tenir son rôle de sénateur. Kandia Kamisoko Kamara est déterminé à servir l'excellence aux populations. Vous avez tour à tour bénéficié de présentations sur la place du Sénat dans le système institutionnel ivoirien. Les droits, obligations, incompatibilités liées au mandat de sénateur, la procédure législative, les mécanismes et outils du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, les enjeux de la diplomatie et de la coopération parlementaire. Vos interventions pertinentes, vos contributions de grande qualité, ainsi que les discussions fort animées dans une atmosphère sereine et studieuse témoignent de votre volonté affichée de maîtriser tous les rouages indispensables à l'accomplissement de vos missions constitutionnelles. De la salle des cours à l'hémicycle, il y a juste un pas à franchir. L'examen des projets de loi démarre le mardi 7 novembre 2023. Il est relatif au statut de la fonction publique avec comme émissaire du président de la République le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouleto. Et comme leurs pères et mères, les sénateurs, les jeunes Ivoiriens, eux aussi se forment. 200 jeunes ont été formés au métier de la plomberie sanitaire. Plusieurs mois de formation au centre de métier de l'eau. Au terme de leur processus, ils ont reçu, vous le verrez, la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, Chris Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Après 4 mois de théorie et 2 mois de pratique au sein du Centre des métiers de l'eau, CEMO, 200 jeunes bénéficiaires du projet de formation par apprentissage au métier de plomberie sanitaire sont désormais aptes pour s'insérer dans le tissu social.
coût du projet, 180 millions de francs CFA. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique vise à répondre à un besoin. Ce projet est né d'un double constat. D'un côté, on constate que nos clients ont beaucoup de fuites dans leurs installations intérieures. Et ces fuites-là font perdre de l'eau. L'eau est une ressource rare. Il ne s'agit pas de gaspiller cette ressource en laissant toutes ces maisons avec des pertes. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons un parc d'abonnés qui est en grande croissance. C'est un vrai marché sur lequel de jeunes entreprises peuvent se positionner. Pour les bénéficiaires, cette formation est une réelle opportunité. Au sortir d'ici, je pourrais bien exercer le travail de plombier sanitaire. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, accompagne ces jeunes durant leur apprentissage. Le FDFP s'est engagé dans ce projet en raison de sa pertinence et aussi parce que vous donnez l'opportunité à 200 jeunes d'acquérir des compétences dans un secteur très spécifique. Visage concret de la matérialisation de l'action du gouvernement en faveur des jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Avec le professionnalisme qui est mis dans la formation, avec nos outils qui sont mis à votre disposition, vous êtes la première génération de jeunes bien formés, mais vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes des ambassadeurs pour ce corps de métier. Des travaux ont été appréciés par le ministre et sa délégation. Ces maquettes présentent les réseaux d'adduction en eau potable, les salles d'eau, les outils et les raccordements pour les installations. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Ils s'étendent sur la période 2023-2025. Il vous souvient que la filière du palmier à huile a été récemment secouée par une crise essentiellement autour des prix d'achat et de vente. À 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, Founigué Edmond Koulibaly, le directeur général du Conseil EVA Palmier à huile, est revenu sur cette actualité. Des points d'accord ont-ils été trouvés? Regardons un extrait de son intervention pour le savoir. Le principe, donc, c'est de repartir entre les différents acteurs les prix internationaux. Et ces principes ont été consacrés par la loi qui met en place le Conseil. Et c'est à partir des prix internationaux que la matrice détermine le prix d'achat du régime et le prix d'achat de l'huile brute. Voyez ? Et je dois rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous consommons près de 70% de l'huile raffinée produite localement. Et donc, le marché, essentiellement, c'est le marché local. Vous avez 30% à l'export, mais tout est déterminé en réalité par le marché local. Et donc, quand vous passez en revue cette matrice, vous vous rendez compte que quand il y a des distorsions sur le marché mondial, cette matrice, on ne peut plus l'appliquer. Vous voyez ? Et donc, en appliquant la matrice, on a un niveau de prix, mais qui ne peut pas être appliqué parce qu'on a des acteurs au niveau mondial qui ont subventionné fortement leurs huiles et ces huiles-là se retrouvent nettement moins chères. Et donc, il y a une distorsion de marché qui nous oblige aujourd'hui à être dans cette démarche de discussion, de négociation. Et donc, justement, c'est l'objet pour lequel nous avons demandé l'arbitrage du ministre d'État. Et le 31 octobre dernier, le ministre d'État a donc reçu les opérateurs de la filière pour parvenir à un compromis. Si on veut chiffrer ce qui a été consenti par chacun des collèges, entre le prix calculé et le prix qui a été donc accepté, c'est autour de 8 francs, donc 8 000 francs la tonne. Les usiniers de la première transformation, c'est ceux qui produisent communément ce qu'on appelle l'huile rouge. Eux, ils ont fait un sacrifice autour de 65 000 la tonne pour permettre à l'ensemble du système d'être en équilibre. Et du 17 au 19 octobre 2023 s'est tenue à Londres la deuxième édition du Forum sur le commerce et investissement entre les investisseurs britanniques et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et les pays francophones d'Afrique occidentale et centrale se porte bien et continue de s'affermir. C'est en tout cas l'évidence qui transparaît avec cette deuxième édition du Forum à laquelle plusieurs entreprises britanniques mais aussi ivoiriennes ont pris part. Le commentaire d'Angela Diallo. Une quinzaine de dirigeants d'entreprises ivoiriennes, les responsables de la CGECI et de la Chambre de commerce et d'industrie constituent la délégation de la Côte d'Ivoire à Londres. Ils prennent part au forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et du Centre. La chef de la délégation, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni, a présenté les opportunités d'investissement. Il
y a eu des présentations très intéressantes de la part de nos entreprises. Et on a aussi remarqué qu'il y avait un intérêt manifeste des entreprises britanniques pour le marché ivoirien. Ce forum a été également l'occasion pour la délégation ivoirienne de s'enrichir du savoir-faire des entreprises britanniques, et ce à travers des visites terrain. La délégation ivoirienne a pu s'imprégner de l'expertise des industries britanniques, mais a aussi présenté le climat des affaires et la stabilité du pays, propice aux investissements. Ce forum s'inscrit dans le cadre des relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et les pays francophones d'Afrique occidentale. L'enjeu pour le Royaume-Uni étant de diversifier ses partenaires pour de nouvelles relations d'affaires. Le Centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement a choisi Abidjan pour son 10e atelier de réflexion. Des universitaires et experts venus des 4 coins du continent ont fait remarquer des avancées remarquables dans la formation des doctorants africains, mais ils souhaitent davantage d'implication des gouvernements et des bailleurs de fonds pour plus de financement afin que les travaux de la recherche puissent mieux impacter le développement communautaire. Ouverte le 31 octobre dernier, cette rencontre a refermé ses portes le vendredi 3 novembre sur des notes d'espoir. On retrouve Walter Amadou Ouattara. Après 4 jours de réflexion axée sur les thématiques de l'environnement, l'eau, les TIC, l'énergie, l'ingénierie, les mines et l'urbanisation, ces experts et universitaires africains ont accordé leur plan d'action. Un point clé est au centre de leur vision commune, à savoir la promotion de la durabilité des réseaux régionaux afin de faire avancer significativement les actions du projet Centre d'excellence de l'enseignement africain pour l'impact sur le développement. Pays d'accueil de ce 10e atelier régional du CEA Impact, la Côte d'Ivoire réaffirme sa confiance aux atouts de la recherche vue comme un moteur de développement. Les centres d'excellence sont aujourd'hui reconnus comme des centres de création de connaissances, de recherche et d'innovation qui contribuent à la croissance économique, à la résolution des problèmes sanitaires et à l'amélioration de la qualité de vie. Les partenaires techniques et financiers doivent augmenter l'investissement dans l'enseignement supérieur pour garantir un financement adéquat. Également, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur de cabinet, professeur Hassen Kobea, encourage les membres des centres d'excellence à poursuivre et à consolider la dynamique de solidarité africaine à travers les sciences. Il insiste sur le partage d'expériences pour le développement du continent. Et dans le chapitre santé, les CHU de Cocody et de Yopougon viennent de recevoir du matériel médical et des produits pharmaceutiques. Ce don d'une valeur de plus de 50 millions de nos francs a été fait par la Fondation Lonasi. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et dit leur volonté d'en faire bon usage. Ils sont au micro de Grace Kando. Le service de neurologie du CHU de Cocody accueille en moyenne 50 patients par jour. Il traite entre autres pathologies, la méningite, les accidents vasculaires cérébraux et les paralysies. Ce centre est en proie à plusieurs difficultés. Ces malades qui restent longtemps couchés parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils font des escarres, on appelle des plaies au point d'appui. Quand la plaie est très profonde, elle va jusqu'aux muscles même, parfois jusqu'aux os, le malade peut rester pendant 2 mois ou plus même. Et parfois, malheureusement, il y a l'infection qui gagne tout l'organisme, une septicémie, et on perd ces malades-là. Un cri du cœur entendu par la Fondation Lonasi, elle vient de faire don de matériel composé entre autres de lits spécialisés, d'appareils pour oxygéner les malades et des aspirateurs. La Fondation Lonasi ne s'arrête pas à Abidjan. Elle vole à travers tout le pays et s'efforce de donner du sourire aux populations ivoiriennes. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit l'action de la Fondation Lonasi aujourd'hui par la remise de ce matériel au CHU de Cocody. Le service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon n'a pas été oublié. Il a reçu également du matériel médical et des produits pharmaceutiques pour soulager les enfants malades du rein. Merci à la Fondation
avec tout ce qu'elle vient de nous donner, ça nous permet de continuer à accompagner les enfants malades du rein, à soutenir les parents. L'enfant malade du rein, notamment celui qui a une insuffisance rénale aiguë, a besoin de dialyse. 5 à 6 dialyses pour un coût de 500 000 permettent de sauver définitivement le rein. Lorsque le rein est touché de manière chronique, ce sont des enfants qui sont amenés à être dialysés à vie. Ces différents dons sont évalués à plus de 50 millions de francs CFA. La Fondation Lonasi, de par sa mission, s'est sentie interpellée. Et donc c'est avec beaucoup de joie et d'émotion, beaucoup d'honneur aussi que nous avons remis ce lot à l'équipe. D'autres dons sont prévus par la Fondation en vue de contribuer à l'épanouissement des populations. Un peu plus loin d'Abidjan, en région, le député de Ouangolodougou Kawara continue sa tournée de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble. Traoré Drissa était récemment face aux populations du village de Noumousso, dans le département de Ouangolodougou. L'envoyé du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, a fait don de chaises, bâches et de numéraires aux associations. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Charles Tatou. C'est la place publique du village de Noumousso, dans le département de Ouangolodougou, qui a servi de cadre d'échange entre les populations et le député de la localité. Traoré Drissa est venu rencontrer les populations porteurs de messages de sensibilisation à la culture de la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Je suis venu voir mes parents pour parler de la paix, de la cohésion et de vivre ensemble. Parce que la paix est préalable à tout développement. Donc, que ce soit le président de la République, que ce soit le président du conseil régional du Tchologo, nous regardons dans la même direction qui est le sens de la paix et de la cohésion sociale. Une action saluée par l'ensemble des populations du village. Au nom de toute la population de Torlan-Noumousso, nous demandons à tout le monde de s'enquérir des enseignements de l'honorable Traoré Drissa qui ne cesse de nous parler de la paix, de vivre ensemble, la cohésion sociale. Comme le dit toujours le conseil régional Téné Birahima Ouattara et le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs dons, notamment des chaises, bâches et du numéraire, ont été offerts aux différentes associations des femmes et des jeunes du village de Noumousso. Zozo Olise Riboué, dans la sous-préfecture de Goudouko, département de Lakota, vient de recevoir un appui matériel et financier. C'est un don de Sam Wakouboué, directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères et cadre de la région. Il veut ainsi contribuer à l'autonomisation des bénéficiaires, et cela dans la droite ligne du programme Côte d'Ivoire solidaire tel que prôné par le président de la République Alassane Ouattara, Walter Amadou Ouattara. Le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, aux côtés des femmes de Zozo Olise Riboué dans le département de Lakota. Sam Wakouboué leur offre un tricycle et une enveloppe pour l'achat de boutures de manioc. Cela afin de les aider dans la marche vers l'autonomisation financière. Les 14 associations de femmes réunies au sein de la fédération dénommée Djoussoukele, qui totalise 430 membres, trouvent en ce geste une motivation. Simple ménagère qui chaque matin, machette à la main et un panier sur la tête, prend le chemin des champs. Unis comme les brindilles d'un balai, nous relèverons le défi. Après avoir installé Apia Marie dans son fauteuil de présidente de cette fédération, le parrain du jour affirme que l'autonomisation de la femme est bénéfique non seulement pour la famille, mais aussi pour la société tout entière. Partager ensemble avec elle leur esprit de vivre ensemble. Le vivre ensemble que prône bien le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Fédérer leurs forces dans le but d'aider à l'autonomisation de la femme. Il était important pour nous de venir les soutenir. Quand la femme a, c'est toute la famille qui a quelque chose. Le donateur salue également cette union des femmes issues de toutes les ethnies de la localité.
Rendons-nous à présent à Korogo pour contempler la beauté du stade Amadou Gon Coulibaly. C'est le dernier des 6 stades devant accueillir des matchs de la CAN 2023 à être livrés. Un stade flambant neuf de 20 000 places dont les clés ont été remises au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Adjessilas Metch. Le reportage sur place d'Ami Sissoko. Korogo pour accueillir la CAN 2024. La clé de son stade flambant neuf remise au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Adjessilas Metch, par la société chinoise en charge des travaux. Cette infrastructure, baptisée du nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, fait la fierté de toute la région. C'est un honneur pour nous et un bonheur aussi, parce que ça porte le nom de notre fils Amadou Gon Coulibaly. Une grande joie que je ne puisse exprimer. Sinon, vraiment, on sent qu'il fallait qu'on ait un tel joyau à Korogo. Ça nous manquait dans le district des Savants. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo est doté entre autres de 20 000 places entièrement couvertes avec toutes les normes internationales, des vestiaires et plusieurs bureaux, salles de réception, de conférences et de médias. Le député maire de Korogo, Ouattara Lassina, promet prendre soin de ce joyau. Donc c'est l'occasion pour moi d'appeler à la mobilisation des jeunes, des cadres, des opérateurs économiques de notre commune afin de mettre en place une équipe de football compétitive à Korogo. La Confédération africaine de football CAF est séduite par la qualité de l'ouvrage, surtout par la pelouse. Donc on a vu ces chantiers évoluer et puis revenir là, voir une des plus belles pelouses d'Afrique. Ce que j'ai vu là aujourd'hui, oui. Et puis c'est un stade magnifique. Ceux qui vont jouer ici, ils auront beaucoup de chance. Les supporters qui vont venir ici, ils auront beaucoup de chance parce qu'ils seront dans de très bonnes conditions pour suivre leurs équipes. Coût des travaux du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, près de 50 milliards de francs CFA. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjessilas Metch, représentant le Premier ministre, traduisent leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet ouvrage. C'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a permis justement la construction de ce stade ici à Korogo. Bien évidemment, nous avons également vu les prochaines compétitions et nous avons pour devoir de faire en sorte que Korogo accueille, à l'instar des autres villes, Cannes, les plus belles Cannes de la Côte d'Ivoire. Nous allons travailler à la mobilisation et faire en sorte que nous ayons de très belles compétitions ici. 40 ans après l'édition de 1984 organisée par le président Félix Houphouët-Boigny, après le président Félix Houphouët-Boigny, c'est son fils, le président Alassane Ouattara, qui organise encore la 34e édition de la CAN. Le nouveau stade de Korogo reçoit sa première rencontre sportive avec la Champions League féminine de la CAF qui démarre ce dimanche 5 novembre 2023. Elle va durer 10 jours. Et justement, restons au stade Amadou Gon Coulibaly pour voir ce dont parle Ami Sissoko en images, le match d'ouverture de la Champions League féminine de la Confédération africaine de football. Les joueuses de l'Atlético d'Abidjan ont concédé le nul face aux Marocaines du Sporting de Casablanca. Un but partout. Faisons à présent le point de l'actualité de la semaine dans le 7 sur 7. Le président américain Joe Biden a déclaré lundi son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine au programme commercial de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA. Cette annonce intervient en réponse à ce que le président Biden qualifie de violation flagrante des droits de l'homme et l'incapacité des pays concernés à réaliser des progrès constants dans la sauvegarde du pluralisme politique et de l'état de droit. Un convoi de la mission des Nations Unies au Mali, composé de plus de 100 véhicules, parti de Kidal mardi matin, est en route pour Gao. La MINUSMA quitte ainsi son camp de cette ville du nord du pays. Cette évacuation anticipée se déroule dans un contexte sécuritaire tendu. La mission de l'ONU, composée de 15 000 soldats et policiers
et dont plus de 180 membres ont été tués, doit quitter le Mali d'ici au 31 décembre en raison de la demande formulée par les autorités maliennes. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé mercredi au Royaume-Uni la déclaration de Bletchley pour un développement sûr de l'intelligence artificielle lors du premier sommet international consacré à cette technologie. Cette déclaration historique marque le début d'un nouvel effort mondial visant à renforcer la confiance du public avec l'intelligence artificielle en veillant à ce qu'elle soit sûre. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a fait cette annonce jeudi à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Le chef de l'État rwandais a en effet mis en lumière le potentiel de l'Afrique en tant que destination touristique unifiée. Le roi Charles III et la reine Camilla ont achevé vendredi leur visite d'État au Kenya. Le couple royal s'est envolé pour Londres en début d'après-midi, après 4 jours de visite dans ce pays d'Afrique de l'Est. Depuis sa visite, le souverain, engagé de longue date pour l'environnement, a également mis l'accent sur la lutte contre le changement climatique. Toute la journée du samedi, des marches contre la guerre et contre Benjamin Netanyahou ont eu lieu dans le monde, y compris en Israël. L'armée israélienne avait poursuivi son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël s'est de nouveau alourdi, avec désormais 39 morts recensés et toujours 9 disparus. Un journaliste radio a été tué par balle à son domicile aux Philippines. Juan Jumalon enregistrait une émission en direct sur l'île de Mindanao, au sud de l'archipel, lorsqu'il a été abattu par un homme armé. Le suspect s'est introduit dans la pièce où le journaliste avait aménagé son studio de radio, arguant qu'il souhaitait faire une annonce à l'antenne selon un communiqué de la police. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée. Restez sur RTI 1.